l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto 2027 qui est lancé cette semaine. Yes! Il est devant nous. Bienvenue parmi nous. On est très heureux de vous présenter évidemment la nouvelle édition, 61e édition du Guide de l'auto. Bien sûr en compagnie de mes collègues Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Salut. Le résultat de nos labeurs, les gars. C'est vraiment ça. Ouais. Et là, ça va sonner plug, mais on s'en cachera pas, c'est ça. Parce que l'idée, c'est qu'on en vende de ces livres-là. Fait que, on vous en parle, évidemment, parce que c'est un ouvrage sur lequel on travaille pendant des mois. Vous aurez remarqué qu'en couverture, ce n'est pas un VUS électrifié cette année, mais c'est un véhicule vert. Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, une voiture, une GR GT que j'ai eu la chance de contempler moi-même, que j'ai pas encore pu conduire, mais j'ai assisté au dévoilement de cette voiture-là au Japon à l'automne dernier. Et tout de suite, quand j'ai vu la voiture, j'ai fait « Ah, ça pour la couverture du guide, ça serait cool. » Évidemment, on a travaillé les couleurs pour les besoins de la cause, mais c'était des voitures hyper sportives japonaises. Ouais. Ils s'en lancent pas à toutes les années. Non. Puis chez Toyota, c'est le fun qu'on puisse... À cause qu'on parle de ça, on parle aussi de l'héritage de sport motorisé chez Toyota. Ouais. On a l'habitude de parler de Toyota, mais c'est souvent des utilitaires hybrides, des RAV4, etc. Mais là, maintenant, on va voir avec ce véhicule-là. Ça va faire un peu plus de bruit. D'autant que c'est vraiment... Une des idées derrière ce projet, c'était justement de transmettre un savoir-faire de sportivité d'une génération d'ingénieurs à une autre. Ça faisait partie du cahier des charges de la voiture. Donc, quand on parle d'héritage, là, c'est pas une blague, là, c'est écrit dans le cahier des charges du véhicule chez Toyota. Ouais. Puis c'est évidemment une voiture, oui, avec hybridation, mais moteur V8, propulsé, une authentique sportive qui a une sonorité à couper le souffle, ça, croyez-moi là-dessus. Puis on va se le dire, elle est belle aussi. Elle est vraiment belle. Elle est belle, elle est champ gauche, c'est différent de ce qu'on a fait chez Toyota. Et j'ai envie de vous dire, c'est une première vraie voiture sport chez Toyota depuis très longtemps. Parce que les sportives qu'on vend chez Toyota, c'est en association avec BMW, en association avec Subaru. Mais quand est-ce qu'on a lancé la dernière vraie voiture sport chez Toyota? Vous me direz la GR Corolla, la GR Yaris, oui, mais ce sont des déclinaisons. C'est ça, des déclinaisons. Ça serait-tu la LFA, genre? Oui, mais ça fait longtemps. C'est ça. La LFA, ça fait quand même longtemps. Puis on en parle encore aujourd'hui de la LFA comme une des voitures les plus sonores de l'industrie. Bref. Mais le Guide de l'auto, c'est pas juste la couverture, il y a du stock dedans aussi. Oui. Hein? Oui, il y a 300 modèles, 300 fiches. Récite-moi les textes que tu as écrits par cœur. Oh mon Dieu! on ne le saurait pas parce qu'évidemment, ça va être assez long. Mais c'est ça, on s'est creusé les méninges, on s'est demandé. Puis, je vous avoue qu'un des défis cette année, ça a été de voir, OK, on va-tu faire un texte là-dessus ou pas? Parce qu'on ne sait pas si le véhicule va être vendu au Canada ou pas. Parce qu'on ne sait pas si les tarifs vont sauter ou pas. Puis on ne sait pas si les constructeurs vont décider quand même de ramener un modèle ou pas. Fait que ça a été ça, la question. Le Telluride. En fait, c'est le guide du ou pas 2027. Là. C'est ça. Le Telluride, il est là. On sait que ça s'en vient, mais on ne l'a pas lancé au début. L'Ascent chez Subaru, il n'est plus offert chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, je vais te dire, le CX-50. Les 50, c'est le parfait exemple. Ouais. Alors, tu sais, il y avait ce questionnement-là aussi. Donc, il y a des modèles qui sont disparus, il y en a qui sont arrivés, il y en a qui sont au Canada et qui ne sont pas offerts aux États-Unis. Il y a une disparité aussi de modèles plus grande par rapport au marché américain. Ça, pourquoi on est aussi allé avec un reportage sur les voitures chinoises, notamment. Oui, ça c'est d'actualité. Là. Un des grands dossiers dans le Guide de l'auto 2027, c'est un peu un aperçu de qu'est-ce qui pourrait arriver chez nous. Puis, notre collègue Julien Amado a essayé plusieurs véhicules chinois aussi qui sont commercialisés en Europe. Là. Ce qui va se passer dans les quotas, il y a des voitures fabriquées en Chine qu'on connaît déjà comme mettons, modèle 3. Qui s'en viennent. Mais là, dans le dossier, c'est des voitures chinoises de marque chinoise qui ne sont pas encore arrivées au Canada. Mais qui sont potentiellement sur la liste des véhicules qui s'en viennent et qui sont déjà vendus à l'extérieur de la Chine. Et on peut même s'interroger sur ce qu'est une marque chinoise, parce que Polestar,
qui est techniquement une marque dérivée de Volvo, mais dont le siège social est en Chine, finalement, exclusivité canadienne sur le marché nord-américain, puisque ce n'est plus offert aux États-Unis. Ça aussi, c'est une drôle de stratégie. Mais dans les faits, ça serait une marque chinoise. Ah ouais. Alors, tu sais, bon. Regarde, aujourd'hui, c'est quoi la nationalité d'une marque? Si on y va par là, à ce moment-là, Jaguar Land Rover, c'est indien. Oui. Et c'est quoi le pourcentage le pourcentage qu'une compagnie chinoise détient comme chez Mercedes-Benz, par exemple? Ou, avec Smart. C'est vraiment... Et tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus américain qu'un Toyota Tundra? Exactement. Alors, bon, exactement. Pour ceux qui savent pas, il est fabriqué au Texas. Oui, c'est ça. Alors qu'un Ram est fait au Mexique. Je vous dis ça de voilà. Non, mais donc, c'est ça. C'est une industrie en plein chamboulement. Match comparatif, cette année, on est allé avec des VUS électriques sous les 50 000, des VUS hybrides rechargeables. Donc, ça s'adresse à la masse. Ça s'adresse aux gens qui s'achètent des véhicules. On est vraiment dans le cœur du marché. Là. On est vraiment dans le cœur du marché. Il y a quand même des sportives 13 à la douzaine. On a ramené aussi certains véhicules utilitaires HD parce que des gens en achètent de plus en plus pour des besoins personnels. Ça aussi, c'est assez fascinant de constater ça. Moi, je vais m'acheter un 2500 HD demain parce qu'un 1500, c'est pas assez pratique pour aller chez Costco. C'est un peu léger, hein. C'est un peu léger. Oui, mais on le voit de plus en plus. Alors, tu sais, le guide de l'auto, c'est ça. Moi, je veux amener un point. Je le cite souvent en entrevue radio ces jours-ci parce qu'on fait beaucoup de promos pour le livre. Regardez l'ouvrage que c'est. Regardez le prix que ça se vend. Ah ouais. Vous ne retrouverez pas sur le marché un autre livre en couleur, couverture rigide, 10 auteurs, qui va être vendu même au double du prix de ce produit-là. Parce que quand on y pense, un roman, c'est 30-35 $. Le guide de l'auto, on est à 39,95 au prix de détail. Vous l'aurez chez Costco pour à peu près 27-28 piastres, autour de ça. C'est un produit qui est vendu à prix, à mon avis, ridicule par rapport à sa valeur réelle et par rapport au temps de travail qui est mis là-dedans par l'ensemble des auteurs, des graphistes, de ceux qui s'occupent des fiches techniques. On salue Nicolas au passage. Alors, tu sais, c'est un ouvrage, il y a beaucoup de temps de travail là-dedans, de connaissances pour un prix qui est dérisoire à mon avis. Si les véhicules qui sont dedans ont tous augmenté de prix, le livre n'a pas vraiment augmenté de prix. On le garde là, dans la même valeur. Je me fais pas d'amis aux éditions de l'Homme en disant ça, mais moi, je serais d'avis qu'on puisse doubler le prix, retirer des pubs, puis en faire un produit qu'on lancerait peut-être un peu plus tard dans l'année. Ça, c'est mon souhait personnel, mais on comprend les besoins du marché actuellement. Et évidemment, le succès du livre tient aussi au fait qu'il est vendu à prix très accessible. Alors, quand les gens arrivent, vont faire leur emplette chez Walmart, chez Costco, voient le guide de l'auto, ils l'achètent automatiquement, puis ils se posent pas de questions. Est-ce que s'il était 80 $, les gens se l'achèteraient en aussi grand nombre? La réponse, c'est non. Alors, on comprend pourquoi, mais réaliser, moi, je veux juste passer ce message-là, réaliser à quel point c'est pas cher pour ce que vous obtenez, parce que c'est un outil de référence que vous pouvez vous acheter dans l'optique de, bien sûr, vous magasiner une voiture, mais c'est aussi un outil de divertissement. Ça peut servir à un paquet de monde dans la maison. Collection. Oui, il y a ça. Il y a les amateurs. Il y a les amateurs, ceux qui vont l'acheter coûte que coûte et qui vont acheter le livre de la concurrence aussi. Il y a ceux-là. Mais il y a tous ceux qui l'achètent de façon sporadique aux 5, 7, 8 ans parce que soudainement, ils voient un intérêt. Et c'est ça. On voit le coût de la vie augmenter à vitesse grand V, le prix du céleri doubler, mais ça, non. Ah. Tu sais? C'est ça. Et voilà, c'était mon point. Quelque chose à ajouter? Non, ça va, je suis tout a été dit. On passe aux actus. On a dévoilé chez Genesis cette semaine un Bentley Bentayga à porte suicide qui sera vendu au tiers du prix. C'est voilà, c'est bon, tout est dit, on passe à la nouvelle suivante. Non, mais en fait, non, c'est vrai. C'est un peu ma perception du produit dans la mesure où, tu
sais, on reconnaît que les produits de Genesis ont de l'inspiration un peu de Bentley dans certains cas, mais là, j'ai trouvé que c'était encore plus flagrant parce qu'on a poussé l'audace jusqu'à offrir des portes suicides ou à ouverture inversée aux places arrière, une finition intérieure qui est complètement hors norme, un look qui ne fait pas l'unanimité, mais en même temps, qu'est-ce qu'il y a de plus laid qu'un Rolls-Royce Cullinan et qu'un Bentley Bentayga? Tu sais, c'est pas comme si c'était des designs exceptionnels. Non, il y a pire, mais effectivement, c'est... Alors, tu sais... Mais je pense que de toute façon... Si ces véhicules-là n'avaient pas le badge en avant, Bentley et Rolls-Royce, ça serait pas... particulièrement on les trouverait difficiles à regarder. Non, mais je pense que c'est une catégorie où, effectivement, tu t'es pas obligé de plaire à tout le monde. Et il faut pas que tu plaises à tout le monde. Exactement, c'est là où je voulais m'en aller. Ouais. Le GV90 ne plaira pas à tout le monde, ça c'est certain. Non, mais puis c'est un véhicule électrique, là aussi, il faut le mentionner. Donc, dans cette classe-là, s'il faut aller chercher un type d'acheteur qui veut un véhicule électrique avec une batterie de 123,5 kWh, c'est gigantesque. C'est du stock. Et puis, on a éliminé le pilier B sur le véhicule. Puis pour remplacer la répartition des charges, ce sont deux... Je vais dire des beams sur les côtés qui ajustent un petit peu comme un arceau de sécurité, une cage dans un véhicule de course. Donc, conception vraiment cool quand même. On est allé à l'extérieur de la boîte avec la conception de ce véhicule-là. Ça ressemble beaucoup au concept Néolune sur lequel il se base. Chez Genesis, on a ça un peu. On s'éloigne pas trop de nos concepts. C'est pour ça que j'aime beaucoup la page arrière, la couverture arrière du guide de l'auto avec la G90 Wingback. Je trouve que ce véhicule-là est extraordinaire, puis peut-être le véhicule. On croise les doigts qu'il la fasse un jour. On croise les doigts. Mais en gros, 657 chevaux avec le GV90, une autonomie d'à peu près 500 km, c'est ce qu'on sait, évidemment. Puis c'est une nouvelle plateforme. En fait, c'est une évolution de la plateforme EGMP, qu'on appelle maintenant EMP, qui est conçue pour les plus gros véhicules. Fait qu'on sait où est-ce que Hyundai puis Kia s'en vont avec cette plateforme-là. Ça va être des gros véhicules. En même temps, Genesis est un des constructeurs qui avait annoncé vouloir passer à du 100% électrique pour tous ces nouveaux modèles. Oui. Et on comprend que ça ne sera pas nécessairement ça, mais que le GV90 faisait partie d'un de ces premiers véhicules sur lequel on travaillait depuis déjà longtemps. Alors, ça aurait été difficile de cesser en cours de... Quoi que Honda l'a fait, là. Ouais. Mais ça aurait été difficile pour Genesis de freiner ça, d'autant que cette plateforme-là va servir à d'autres véhicules qui vont être lancés chez Hyundai Kia dans les prochaines années. Évidemment. Alors, évidemment, on va voir ça arriver. C'est sûr que ça va coûter quand même assez cher. Attendez-vous à une facture. Moi, je miserais dans les 130, 140 000 facilement. Oh oui, tranquille. On va être facilement dans cette zone-là. Mais en même temps, c'est un véhicule qui va avoir une prestance. Et la finition intérieure a l'air... Et un écran de 23,6 pouces, comme on le voit là, c'est une tablette. C'est pas une tablette, c'est une télévision. C'est une télé, carrément. Dans la planche de bord. Donc, moi, la première télé que je me suis achetée, là, quand j'étais plus c'est la réflexion que j'étais en train de me faire. 19 pouces. C'est ça. C'était une 19 pouces, puis elle pesait 100 livres, là. Mais c'était une 19 pouces. Fait que là, d'avoir un écran plus grand que ma première télé sur la planche de bord d'un véhicule, c'est quand même assez incroyable. C'est spécial. Hyundai aussi, on a vu les images du futur Tucson. Ouais. Ça a de la gueule, là, quand même. Quand même. Puis, tu sais, on a vu la Avante, ce qui est l'Elantra, là, essentiellement, le nouveau design. On se base, là, tu vois que les lignes vont se suivre à travers les renouvellements de modèles. Je trouve que Hyundai va vraiment là, dans le bold, là, tu sais, dans l'audacieux, si on peut se permettre l'expression. Puis c'est ça qu'on l'avait perdu. Oui, on l'avait perdu. Moi, j'ai condamné ça dès l'arrivée de la seconde génération du Tucson. Le premier Tucson avait de la gueule. Évidemment, beaucoup plus compact. Le premier Tucson est plus petit que le Kona actuel. Là. Alors, mais le premier Tucson avait de la gueule. C'était rafraîchissant. C'était un design assez musclé. Et on a perdu ça au fil des années pour nous arriver avec des modèles un peu génériques en look. Je parle pas de la dernière génération, mais là, de ramener un camion qui a vraiment plus de
tonus oui. sur le plan visuel et qui se distingue beaucoup du Sportage. Moi, je trouve que c'est un des trucs qui est très intéressant, tu as raison. Ouais. Hyundai, Kia font du partage de pièces, qui partagent toutes leurs plateformes, tous leurs composants, mais ils ont vraiment réussi à créer des identités en termes de design très séparées, très spécifiques. Et contrairement à certaines autres compagnies où tu repères assez vite que c'est les mêmes sous-bassements. Tu sais, je regardais la Eclipse Franchement, Sportback. ils font du bon travail. La Eclipse Sportback. Je regardais la Eclipse Sportback puis je me disais, tiens, elle a des airs de Nissan Leaf. Ouais. Mais ici, c'est pas ça. Non, ils font des vrais efforts. 60 mm qu'on a gagné en longueur, 30 mm d'empattement, 40 mm plus large. Donc, évidemment, comme tous les utilitaires de toutes les catégories, gagnent en gabarit. Et puis, à l'intérieur, ça se transpose évidemment avec plus d'espace pour les passagers. Tu regardes l'habitacle, c'est ça. C'est un renouvellement complet, là, évidemment, avec une autre grosse télévision plus grosse que la première que tu as eue. Ça, c'est toujours aussi fascinant. On n'a rien sur les motorisations à l'heure actuelle, mais évidemment, ça va se décliner en une multitude de déclinaisons, dont XRT, etc., là, comme à l'habitude. Donc, on va vous tenir au courant pour ça. Le gouvernement Carney recule maintenant sur les cibles de vente de véhicules électriques. Ouais. C'est passé un peu sous le radar cette semaine, mais il y a des gens dans l'industrie qui ont grincé des dents, bien évidemment, parce que ce genre de décision-là impacte toute l'industrie automobile et en tant que concessionnaire, en tant que constructeur, réagir aux décisions des gouvernements, c'est toujours un bordel monumental. Écoute, c'est pour ceux qui ne savaient pas, les constructeurs, on leur avait mis des cibles de vente de véhicules électriques à atteindre annuellement du côté fédéral, mais aussi dans les provinces Québec et la Colombie-Britannique. On a nos propres systèmes. C'est similaire. Les objectifs sont différents, par exemple. Mais du côté du fédéral, on a mis beaucoup de pression, je pense, du côté des constructeurs pour que on abandonne ces cibles-là ou qu'on change l'instrument essentiellement pour au côté des véhicules et de la consommation. Alors là, on avait mis une cible pour 2026. Ça tiendra pas du côté fédéral, mais comme tu l'as dit, Québec et Colombie-Britannique conservent leurs objectifs. Alors, il y a comme une incohérence. En les modifiant, cela étant dit. Oui, ils ont modifié en juin. Du côté du Québec, on l'a modifié en juin. On les a relâchés un petit peu. Mais côté planification, côté vente, ça va être un autre petit casse-tête du côté des constructeurs. Ouais. Et nous, on va se ramasser du côté du Québec avec les véhicules électriques, évidemment, parce que c'est les constructeurs qui commercialisent des véhicules électriques vont favoriser Québec et Colombie-Britannique parce que, justement, il y a encore des objectifs là. Ce qui est un danger quand même, parce que ce que veulent pas revivre les concessionnaires au Québec, c'est ce qui est arrivé à l'automne 2024 ou, disons, à l'hiver 2025. C'est qu'à partir du moment où on a retiré les subventions pratiquement du jour au lendemain et que Québec était le seul endroit où il y avait encore de l'intérêt pour l'achat de véhicules électriques. On a inondé les cours. On a forcé les concessionnaires à commander, puis après ça, on a dit, il n'y a plus de règles, fait qu'organisez-vous avec ça. Mais là, il y a des cibles, il y a des objectifs. Les concessionnaires doivent quand même vendre un nombre X de véhicules électriques et demandent à leurs constructeurs respectifs d'avoir des allocations. Et là, du jour au lendemain, on change les règles. OK, puis qu'est-ce que je fais avec ça? Tu les as commandés, il faut que tu les vendes. Ouais. C'est ça. Essentiellement. C'est ça qui arrive en ce moment. Ouais. Alors, c'est quand même un foutu bordel. Et ce que je trouve d'autant plus ridicule, c'est qu'il n'y a personne qui est au diapason. Bon, Carney essaie maladroitement d'être au diapason de Trump, ce qu'il n'arrivera pas à faire, et il n'arrivera surtout pas à avoir son respect. Mais entre le fédéral et les provinces, il y a encore une disparité gigantesque. Et il faut que tout le monde soit sur le même piédestal, sans quoi ça ne fonctionnera jamais. Et surtout en ce moment. Avec les problèmes avec les tarifs, l'importation, la chaîne d'approvisionnement. Ouais. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas besoin, c'est de pas être d'accord là, sur ce genre d'enjeu-là. Oui, bien évidemment, la politique, c'est de la politique. Puis les provinces ont leurs objectifs respectifs. Ouais. J'ai pas besoin de te dire que Québec veut vendre de l'électricité puis l'Alberta veut vendre du pétrole. Mais au-delà de ça, s'il y avait une uniformisation des règles à l'échelle canadienne, déjà là, au moins, ça pourrait fonctionner. Ouais. Mais plus le temps avance,
plus on s'enfonce. Alors, c'est pas des bonnes nouvelles. Et ça donne le résultat de notre prochaine nouvelle, Stellantis, qui finalement ne confirme pas, mais semble n'infirme pas non plus. N'infirme pas non plus. L'usine de Brampton, pour laquelle on avait donc des beaux projets, serait finalement à vendre. Tu sais, ça ferait un bel entrepôt Amazon. Je pense, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est une tristesse. C'est une usine qui a beaucoup d'histoire. Écoute, on a fabriqué des Eagle 4x4 là-bas. On a fabriqué des Renault. Des Renault. Parce qu'au départ, c'était une usine Renault. Des Eagle Premier. Des Chrysler Intrepid, toute la série LH de Chrysler a été fabriquée là, jusqu'à la dernière Challenger en décembre 2023. Là, on avait des plans pour cette usine-là, idée de peut-être produire le Jeep Compass de future génération. Ça n'arrive pas. Il y a eu des rumeurs à l'effet que Leapmotor, la filiale chinoise de Chrysler, vienne s'installer là. Ça n'arrive pas non plus. Et là, ça ramasse le bois mort, ça ramasse la poussière. C'est une grosse usine qui dort dans une ville où on engageait des milliers et des milliers d'employés. Ouais, 2200 employés, là, selon le Alors, ça fait quand même assez mal. Et puis... Et c'est pas juste des 2200 employés, c'est des employés syndiqués. C'est tous les employés bien payés. Et sur la communauté et même sur... Et tous les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est pas juste quelques emplois de perdus, là, c'est des bons emplois de perdus. Alors, qu'arrivera-t-il de cette usine-là? On ne sait pas, mais évidemment, j'ai pas besoin de vous dire que Stellantis ne commente pas et ne nous confirme pas que y a un agent Remax qui est en avant de ça. On reste chez Stellantis. D'ailleurs, on n'avait pas un thème pour ça. On va voir si Phil à la console est rapide. D'ailleurs, on n'avait pas un thème pour ça, Phil. Hein? Phil? Voilà qui est bien, Phil. Réactif. Le Jeep Cherokee qui vient d'arriver sur le marché et qui ne se vend pas très bien. Je regarde les chiffres de vente là, des premiers mois. Ça décolle pas très, très bien. C'est dommage parce que c'est un véhicule qui mérite un meilleur sort. Vous verrez dans le guide de l'auto qu'il termine bon dernier dans le match comparatif et pourtant, c'est loin d'être vilain. Non, c'est ça. C'est loin d'être vilain comme technologie non plus. Mais il y a de la compétition. C'est la compétition. Il faut dire que le segment est ultra compétitif. Et même avec un produit, comme tu dis, qui est pas vilain, ça suffit pas. Ça suffit pas. En fait, c'est que Chrysler a mal lancé le produit avec des taux qui étaient ridicules. Si on pouvait... Mais si on pouvait finalement s'entendre pour avoir une compagnie de financement qui fait les choses de la bonne manière, ça irait peut-être un peu mieux. C'est pas la première fois dont tu parles de ça, de véhicules Chrysler qui sont justement pas méchants, mais qui sont dont la carrière est sabotée à cause de financement et de... Surtout avec une marque qui veut rebâtir sa clientèle, rebâtir sa réputation, qui a des bons produits ou des produits pas vilains, là, on va utiliser ça, mais ça prend là, ces incitatifs-là de dire que on est capable de louer, on est capable d'acheter, on est capable de... Oui, mais c'est une compagnie qui a de la misère. D'abord, très difficile chez SCI, nommons-la, d'être capable d'anticiper les valeurs résiduelles de ces véhicules, d'être capable d'offrir des plans de location qui sont minimalement au niveau du marché. Là, je te parle pas d'être ultra compétitif, mais tu sais, juste au niveau du marché. Et puis, lorsque vient le temps de remettre ta location, ça, je me permets d'en parler, là, on cherche des bobos. OK? As-tu vécu un transfert difficile? Je parle même pas de mon cas personnel. En fait, je me permets de vous parler du cas d'Isabelle Maréchal, que vous connaissez bien ici à Cube, qui doit remettre les clés de son Jeep Gladiator prochainement. On lui facture une usure excessive des pneus, on lui facture des éclats de roche, on lui facture 3000 quelques dollars chez SCI de dommages excessifs alors que le véhicule est en très, très bonne condition. Et c'est pas la première à me conter ça. Je reçois des courriels de gens qui me disent, là, il faut que je remette les clés, puis on me facture tant pour ça, tant pour ça. Ils ont mesuré les plaquettes de frein, puis là, les plaquettes de frein sont un peu trop usées. Il faudrait que je mette des freins neufs à grandeur. Attends un peu, là. Là,
essentiellement, SCI te demande de reconditionner un véhicule à la place du concessionnaire qui, lui, va le revendre. Ça, c'est s'il n'est pas envoyé à l'encan. Parce qu'en vérité, il va être envoyé à l'encan parce qu'il n'y a pas un concessionnaire qui va le racheter pour le buyback. Le véhicule est 12-14 000 $ plus cher que sa valeur marchande. Alors, tu sais, on est là. Ça va mal chez SCI et pourquoi le Cherokee n'a pas décollé en flèche comme il aurait dû? Parce qu'on avait des taux à 8,99 quand on est arrivé avec ça sur le marché, alors qu'Honda était à 1,99. Tu sais, je veux dire... C'est un no-brainer. C'est même pas le produit le problème. C'est ça. Et en plus, avec un nom établi, avec un historique, avec une brand, comme on dit en français, forte. Tandis que le Cherokee, tout était à refaire. Ben, le Cherokee, je suis pas certain que la masse de gens savait que le Cherokee n'existait plus, mais le nom Cherokee demeure fort, le nom Jeep mais aussi. le produit sur les dernières années était quand même pas aussi fort. Tu dis CRV, même quelqu'un qui connaît pas l'automobile fait. C'est ça. Ça marche. Effectivement. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que déjà on travaille sur la future génération du Cherokee, ce qui veut dire que cette génération-là pourrait rester sur le marché que pour une période de 3 ans. Ça m'inquiète dans la mesure où est-ce qu'on va faire les efforts nécessaires pour développer un savoir-faire pour son entretien, sa réparation, si jamais il y a des problèmes. Faut pas que ça devienne... Souvenez-vous la dernière génération de la Chrysler 200. On a lancé ça... La quoi? Souvenez-vous. Non, mais... C'était un véhicule de luxe, ça, si je me rappelle bien. Pas tant, non. Mais tu sais, c'était une berline très honnête. On a lancé ça à l'automne 2014, puis mi-2016, c'était terminé. Ouais. On a décidé de changer d'idée. On a cessé la production de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui... C'était le slogan « Imported from Detroit », hein, ça, la Chrysler 200, je me rappelle. De Détroit, pour la comparer avec les berlines allemandes, importées de Détroit. Ouais. Mais bref, c'était pour la comparer avec des berlines tout aussi américaines comme la Toyota Camry et la Honda Accord. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mais bref, là, la nouvelle génération de Cherokee à l'horizon pour 2029-2030, c'est demain matin, ça. Là. Ouais. Alors, on va voir ce que Jeep va faire avec le Cherokee. Il y a des versions Trailhawk qui s'en viennent là, pour 2027, mais quand même... c'est quoi le plan? Les plans de Stellantis sont toujours en retard, plus ou moins, donc il se peut que ça aille à 2031, 2032 finalement. Mais parce que c'est comme en tout cas. Et là, je vous rappelle ceci. Jeep est sur le point de lancer un véhicule dont tout le monde se hip. C'est le Recon. Ah oui. Un Jeep aventurier électrique de 95 000 $. Un trim que personne n'a demandé. Il n'y a pas un concessionnaire qui veut ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, s'il était arrivé il y a 3 ans, parce que ça fait un moment qu'ils ont présenté les concepts, les affaires, les machins. Mais... S'il était arrivé il y a 3 ans, peut-être. Dans la catégorie des autres mauvaises décisions. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, tire la plug avant de commencer, c'est fini, c'est brûlé. Tu sais, la quantité de promesses qu'on nous a fait vis-à-vis des camions Ram. Tu sais, avant d'arriver avec un Recon à 95 000, ça te tente pas de renouveler le Compass? Ça va se vendre. Oui. Ça, c'est important. Mais tu as perdu 70% de tes consommateurs en disant peut-être faudrait que ça allume une cloche, là. Allumer une cloche, c'est pas mal. Dans la mesure où, en 2015, Stellantis, à l'époque c'était FCA, était le constructeur, le vendeur numéro 1 de véhicules au Canada. Dépassait Ford, dépassait GM. Aujourd'hui, on vend à peu près 30% de ce nombre-là. Tu sais, je veux dire, il doit y avoir quelqu'un quelque part qui comprend que les choses tournent pas rond, là. Mais non, on lance un Recon au lieu d'arriver avec une nouvelle génération de voitures compactes ou de VUS compactes, quelque chose d'accessible, ou d'arriver avec le Rampage qu'on attend, qui se vend. Ça fait un méchant bout. Ça, là, on l'attend. Ça fait un méchant bout qu'on en parle de ce Rampage. Ah oui, puis ce qui est important... Et ça serait payant, le Rampage, plus qu'une compacte, qui est logique pour nous. Regarde le Maverick, regarde tout ça, ça se vend, là. Ouais, mais un Ram Rumblebee à 150 000, ça, c'est important. Bon. Voilà. Bref. Chez Porsche, bonne nouvelle pour les amateurs de 911, il y a une Carrera S manuelle qui revient.
Oui, à la demande générale qu'on dit, mais pour le marché Surtout nord-américain. Parce qu'en Europe, il n'y en a pas. Ça ne passerait jamais. En Europe. Okay. Ça ne passerait pas en Europe. Ça passe plus les normes de pollution. Les normes de pollution. Mais pour le marché nord-américain, Porsche a cru bon d'offrir la boîte manuelle sur la Carrera S. Évidemment, elle disparaissait, non seulement parce que le moteur hybride de T-Hybrid n'est pas compatible avec cette boîte-là, mais aussi parce que justement, on voulait homogénéiser un peu le Répète ce mot-là. Homogéné. Allez, 3 fois d'affilée. Ouais. On voulait ça, hein? Puis bon, c'est ça. Fait que la Carrera S, la Carrera S va être offerte avec la boîte manuelle, mais ça va être dans un ensemble un peu plus bonifié, plus cher aussi que la PDK. Donc, mais comme on est surpris. Alors là, moi je tombe de ma chaise. C'est ça. Fait qu'on va offrir des babelles, ça va être plus dispendieux, mais on le sait chez Porsche que ce modèle-là va être acheté par les puristes, qui a un véhicule qui va garder sa valeur. Et ça, c'est un futur véhicule de collection. Exactement. Fait que on est aussi bien de mettre bien des cossins dedans avec la boîte manuelle, le vendre un petit peu plus cher, les gens vont l'acheter. Bon. Toyota Corolla, ça vous dit quelque chose? J'ai déjà entendu parler. Ça fait 60 ans maintenant qu'on en vend. OK. Et pour souligner la chose, Toyota mettra des autocollants sur une berline Corolla qui ne change pas. Cache ta joie, Antoine, s'il te plaît. Attends un peu, là. Un véhicule à distribution limitée, là, il va avoir, c'est exclusif, là. C'est 250 unités qui vont être faites de la Corolla 60e anniversaire. Ça aussi, c'est un futur collector. Écoute, c'est tellement cool. En plus, tu sais, j'adore les photos, là, mais c'est une célébration. Mais on a quand même hâte de voir la prochaine génération de la Corolla. Ouais. Parmi les autres nouvelles d'importance cette semaine, je m'en suis longuement moqué dans mon balado de la grosse brune pour ceux qui me suivent là-dessus, que je me permets de plugger. Vous pouvez aller voir sur ma page YouTube, bien sûr. Mais trêve de plaisanterie. Il y a Infiniti qui a envoyé cette semaine un communiqué pour nous parler de l'ergonomie des porte-gobelets du QX60. Il n'y a pas grand-chose qui se passe chez Infiniti dernièrement. Alors, ça, on peut se permettre de dire ça. Moi, j'aimerais m'asseoir. On entend les mouches voler chez nous. Moi, j'aimerais m'asseoir avec le comité. Faut faire travailler le staff un peu. Ouais. Et ce qu'on apprend on a une photo des porte-gobelets, là, parce qu'on va imaginer. Voilà. Mais ce qu'on apprend aussi dans ce communiqué, c'est qu'il y a 4 porte-gobelets destinés à la 3e rangée, mais qu'il y en a juste 2 à l'avant. Écoute, c'est une fonctionnalité c'est très vendeur aux États-Unis. Hein, des porte-gobelets pour les gens à l'arrière. Je vous invite à aller sur le site média d'Infiniti et de lire ça. Vous allez voir, c'est comme un roman, ça se lit tout seul. C'est vraiment très, très agréable. Il est long à communiquer en plus. Il est long. J'aimerais savoir combien la personne qui a rédigé ce communiqué paie en psychologue à chaque année. C'est d'une déprime absolue. Je ne comprends pas. L'objectif de base, là, c'est de vendre des chars. Ouais. Les ventes de QX60 sont en baisse de 62% cette année. La solution? Un communiqué de presse sur l'ergonomie des porte-gobelets. Fin de l'histoire. Bon. Alors, au retour, on parle avec Laurent Proulx. On va parler du circuit Sanair. Le guide de l'auto. Les gars, il y a un autre circuit automobile qui est menacé en ce moment de fermeture. Et là, c'est une cause très sérieuse. On parle de possibilité d'expropriation de Sanair. La ville de Sanair veut exproprier ses propriétaires pour soi-disant installer une école et faire des quartiers industriels ou des maisons sur le circuit. Ce qui me semble honnêtement un peu superflu, mais on va en parler avec un gars qui a les 2 pieds dedans et qui a beaucoup d'arguments pour défendre évidemment la survie de ce circuit-là, qui a un long historique puisqu'il a été lancé en 1969. On est en compagnie de Laurent Proulx. Salut Laurent. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui. Good. Merci. Écoute, première question, là, histoire de mettre la table. Quel est ton rôle, toi, au sein de l'organisation de Sanair? Ben, en fait, le circuit de Sanair appartient à une fondation. Ouais. Donc, il appartient à une OBNL, donc il ne peut être vendu. Puis, lorsque la ville de Saint-Pie a fait savoir qu'elle envisageait de l'expropriation en démarrant la première étape, qui est une mise en réserve foncière, on a formé, avec des copains, un comité
de gars qui utilisent la piste de Saner de manière fréquente, donc le comité des utilisateurs de Saner, qui est indépendant de la fondation, qui est une mobilisation populaire, essentiellement, le nom le dit, d'utilisateurs, des gens qui vont au drag, à la drift, au lapping, qui veulent pas perdre cet endroit-là. OK. Et donc, les actions concrètes que votre organisation fait parce que le litige, c'est quoi? C'est que la ville veut vous exproprier dans l'optique de, soi-disant, bâtir une école, là. Ben, exactement. Ça, c'est important de le mentionner. C'est que la ville invoque qu'elle pourrait avoir une polyvalence sur les terres de Saner. Puis là, il faut savoir que Saner, c'est 6 millions de pieds carrés, zone et blanc, sans aucun service d'aqueduc, entre Saint-Pie puis Saint-Hyacinthe sur le bord de la 235. Alors, quand on regarde à sa face même ce projet-là, c'est tellement loufoque, c'est tellement peu plausible que le ministère dirait « Hey, on va mettre une école à 3 km du village, complètement en dehors du périmètre urbain, dans des champs ». C'est tellement là tiré par les cheveux que ça rend les gens suspicieux que ce soit pas ça le vrai motif. C'est tellement sorti d'un chapeau. Il y a personne qui achète ça. Puis d'ailleurs, tu parles de nos démarches. Nous, on a posé des questions, on a vérifié. Il existe un document au Conseil du Trésor qui s'appelle le tableau de bord des infrastructures, où tous les projets sont listés en 3 catégories, à l'étude, en planification, par réalisation. Il n'y a rien pour une école à Saint-Hyacinthe ou Saint-Pie. Il n'y a rien, ni au plan quinquennal des immobilisations. Donc, il n'y a pas de plan à moyen, long terme pour ça. Vous en avez un peu la preuve, essentiellement. Oui, ben tout ce que c'est, ce projet-là, c'est une discussion à la table des maires de la MRC des Mascoutins. Genre, ouais, nos écoles sont pas mal pleines, ça nous en prendrait un autre. Ouais, on sait qu'on pourrait mettre ça. Ouais, on pourrait mettre ça à Saint-Pie. Essentiellement, c'est ça. Puis ça, c'est loin d'être suffisant comme assise factuelle ou comme base de travail pour aller préempter des terrains en vue d'une expropriation. Ben, parce que tu me dis, OK, on pourrait mettre une école à Saint-Pie, mais c'est pas comme si c'était les seuls terrains disponibles à Saint-Pie, là. Il y a d'autres endroits, là. C'est pas les seuls terrains disponibles à Saint-Pie, c'est pas les seuls terrains disponibles à Saint-Hyacinthe, parce que l'argument du maire, c'est que Saint-Hyacinthe en voudrait pas, donc Saint-Pie en voudrait. Mais ce qu'on nous a dit de sources ministérielles, là, c'est que quand on bâtit une école secondaire, là, on cherche pas à rajouter des kilomètres d'autobus, là. On cherche pas à rallonger le trajet, là. Non, je comprends. Et le seul... l'école secondaire, elle va aller à Saint-Hyacinthe, là. Et le seul fait de vouloir vous exproprier, pour les citoyens Saint-Pie, puis Saint-Pie, c'est pas une si grosse ville, on s'entend, ça engendrerait des frais, des taxes supplémentaires, veut pas, parce que amener l'aqueduc, s'assurer de la décontamination du terrain, tout ça, il y a des frais associés à ça, clairement, là, sans compter la démolition de ce qui est en place, le circuit, les tours, les installations, là. Ben exactement. Puis c'est là-dessus qu'on a concentré nos efforts parce que on a une job à faire de communiquer avec les citoyens de Saint-Pie parce qu'on pense que leurs élus municipaux sont accaparés par une lubie, vraiment une lubie contre Saner. Puis on pense qu'ils sont prêts à pas les mettre dans la rue, mais à engendrer des dépenses énormes pour en venir à bout de Saner parce que admettons qu'on y croit là, à cette école secondaire-là sur les terrains de Saner, là. Juste partir, de faire 3 km d'aqueduc du village de Saint-Pie du long de la 235 jusqu'à Saner, c'est une job d'à peu près 25 millions. Juste pour vérifier si le terrain est contaminé. Je te parle pas de décontaminer, juste prendre les carottes. C'est une job entre 4 et 6 millions. Si c'est contaminé, ben là, on peut pas se prononcer parce qu'on sait pas à quel point c'est contaminé, mais c'est en millions certainement. Plus les frais juridiques parce que la Fondation Saner, elle va se défendre en cours puis en cours d'appel contre ça, parce qu'elle n'est pas à vendre puis elle ne veut pas partir. Alors, avant même qu'un juge, si, mettons, la ville de Saint-Pie en venait à bout, c'est-à-dire de réussir son expropriation contre Saner et de devoir payer ce que ça coûte, avant même tout ça, ils ont une facture de 40 millions à la clé, là, juste pour amener service, décontaminer, puis se débarrasser de la fondation en cours. Il y a quoi? Il y a 4 000... Combien ça vaut 6 millions de pieds carrés? Il y a 4 000 habitants à Saint-Pie?
C'est un budget annuel de 10 millions. C'est assez limité. C'est un budget annuel de 10 millions, puis là, tu parles de 40 millions pour un projet. Ouais, ça, c'est sûr que bon. Mais au-delà de ça, Saner, c'est une institution. Saner, les amateurs de voitures y tiennent. Il y a évidemment des amateurs de courses automobiles, de toutes sortes de sports motorisés qui s'y sont rassemblés pendant des décennies. Hugues, t'es déjà allé là, clairement. Oui, plusieurs fois. Louis-Philippe aussi. Ouais. Le guide de l'auto, il va, ça date pas d'hier. Alors, il doit y avoir un gros ralliement de gens qui souhaitent justement pouvoir conserver cet endroit-là. C'est quoi les activités actuellement qui se passent là-bas? Ben, il y a tout d'abord, là, Saner, dans son day-to-day, c'est une piste d'entraînement pour des services d'urgence. Une dizaine de corps de police différents, municipaux, plus la Sûreté du Québec, les agents de la faune, les ambulanciers, les étudiants en paramédic du cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, le pain et le beurre de la piste de Saner, c'est de la location de piste à des organismes gouvernementaux de sécurité publique. Ça, il faut le savoir. OK. Ensuite de ça, le drag du vendredi soir, open à 10 $ ou pour la moyenne somme la modique somme de 10 $, vous pouvez venir essayer votre voiture en toute légalité. C'est très populaire. Se joint à ça des journées de drift à prix abordable pour ceux qui n'ont pas les moyens de concourir sur les gros circuits provinciaux comme DMCC. Et des journées de lapping pour ceux qui n'ont pas les moyens de se lancer dans une super production challenge ou des gros championnats, puis qui peuvent venir faire ce qu'on appelle en français du track day ou du time attack, donc des journées de lapping à prix abordable. Et c'est surtout ça qu'on perd dans Saner, c'est que Saner, c'est une piste accessible. Ouais. C'est une piste on peut acheter du temps de piste à un prix encore raisonnable. Ça, c'est sans compter tous les tests qui sont faits à la dernière minute. Exemple, nouvelle classe au Grand Prix de Trois-Rivières, là, faut tester. OK, tout le monde s'en va à Saner. Il y a quelque chose là qui vient d'un petit shakedown run, OK, où on peut aller rapidement faire un shakedown avant un événement, Saner. On veut faire un match comparatif pour le guide de l'auto, Saner. Ouais, ça va être une grosse perte si on perd ça. Dans l'écosystème du sport motorisé, ça va être une perte énorme. Ouais. Bon, alors là, les actions qui sont prises actuellement, quelles sont-elles? Ben là, on a une manifestation le 1er septembre. Une manifestation dans le calme et la joie. Hein, on veut pas d'autres troubles comme on a vu au début. Puis après ça, je vous dirais que quand les médias nationaux vont être là, parce qu'on risque d'être une bonne gang, Babu et moi, parce qu'on est deux là-dedans, Babu m'aide énormément. En fait, c'est Babu qui a le lead de la mobilisation publique. C'est lui la star, c'est lui la vedette. On va communiquer sur c'est quoi le plan de match après ça. Parce qu'on en a un, puis on va profiter que les médias nationaux vont être à la manifestation du 1er septembre pour dire voici où on va shifter le focus maintenant pour la prochaine année. Pourquoi avoir choisi le 1er septembre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à cette date-là? Il y a une séance du conseil municipal. Donc, ça ne se fera pas à Saner, mais ça va se faire à l'hôtel de ville. C'est exact. C'est devant l'hôtel de ville de Saint-Pie. À 6 heures le soir, avant la séance du conseil. On tient à passer un message clair, puis tu sais, j'ai vu beaucoup d'élus se plaindre. Ah, mais là, on s'est fait intimider. Bon, l'intimidation, puis tout ce qui est le vandalisme, c'est regrettable, là. Mais je dirais ceci. La ville de Saint-Pie s'est lancée dans une procédure extrêmement agressive qui est celle d'exproprier sa mère à terme. Puis, une fois qu'on a condamné sans bien sûr vous avoir consulté. Non, exactement. Une fois qu'on a condamné les injures et la violence, faudra toujours bien que ces élus-là prennent la chaleur et la pression publique qui va avec. C'est pas vrai qu'on va les laisser nous exproprier tranquillement avec le sourire et une marche dans le parc. Moi, je suis contre le fait qu'on leur fasse des menaces et qu'on les injure, mais je suis fortement en faveur qu'on les questionne puis qu'on leur fasse savoir notre opinion. On est encore dans une démocratie. C'est pas vrai que les élus ont une carapace de watts qu'on n'a pas le droit de rien leur dire parce que là, c'est des élus, faudrait pas parler. Ouais. Non. Qu'ils prennent la chaleur qui va avec ça. Il y a un prix politique à payer d'exproprier sa mère, puis ils doivent le payer full price. Et quand tu dis il faut les questionner, ben vous voulez les questionner sur les vrais fondements de cette demande d'expropriation, parce que est-ce que l'école
n'est pas une excuse pour que certaines personnes puissent au final bénéficier de cette expropriation-là. Parce que l'autre truc que tu nous dis pas, on s'en était parlé hors d'onde, c'est que des plaintes de citoyens, il y en a pas. Pratiquement pas. Très peu. Alors, anecdotique. De ce qu'on en sait puis de ce qu'on a vérifié, très peu. Parce que dans le jour, là, la Sûreté du Québec, là, c'est pas leur Dodge Charger puis leur Ford Explorer avec le muffler d'origine dessus qui casse les oreilles à personne, non. Non. C'est pas... la piste, là, est pas à NASCAR Canada à 7 jours sur 7 de 8h à 5h, là. Il y a quelques événements dans la semaine qui respectent les règlements, les heures de bruit que M. Guertin avait réglées avec la ville de Saint-Pie dans le temps. Puis c'est tout, là. La majorité des activités se fait sans que... Puis je vous soumets encore, puis vous irez revoir sur une carte, il n'y a pas tant de voisins immédiats tant que ça, là. C'est quand même dans un champ assez perdu, ça, Saner, là. Oui. Les voisins, là, ça se compte sur les doigts des deux mains, là. C'est pas énorme, là, les voisins immédiats, là. Ouais. Puis le voisin de droite, là, passé le camping, là, c'est un ancien dompe. Hein, à cette heure, on dit un éco-centre, là, mais la vérité, c'est que c'est une dompe. Qui a été switché en parc industriel. Moi, j'ai jamais vu ça, une polyvalente flamme en œuvre de 2000 élèves bâtie à côté d'une ancienne dompe dans un champ pas de service. À un moment donné, vous pouvez arrêter de prendre le monde des caves, s'assumer que ils sont en manœuvre à peine voilée pour se débarrasser de Saner. Puis il faudra mettre toute la pression qu'on peut pour empêcher ça. Mais sans vous engager, est-ce que vous avez une idée de ce qui se trame derrière? Ou au moins une hypothèse? C'est quoi les motivations réelles? On en a, mais on en a, très certainement on en a. Par contre, on les sent... Moi, je suis surpris de pas encore avoir eu d'huissier à ma porte. Là. On les sent très échaudés. Là. Fait que je vais attendre avant de... C'est ça, d'accord, voilà. C'est ça. Je vais être franc, on leur donne pas de break ben. Alors... Mais on fouille activement. On a des gens très, très diplômés, très éduqués qui font partie de la communauté du sport motorisé. Comme dirait le bon vieux André Arthur, à la gang, on sait tout. Ouais, c'est ça. Alors... Là, vous avez votre manifestation du 1er septembre. On invite les gens à se joindre, à se mobiliser à cette manifestation-là, évidemment, de façon pacifique. On peut aussi inviter les gens à aller sur le site web de Saner, se procurer des autocollants Saner pour vous permettre de recueillir des fonds pour mieux vous défendre vis-à-vis de la ville. Exact. C'est un fonds de défense. C'est un fonds de défense. Est-ce qu'il y a d'autres actions que les gens peuvent faire pour vous aider de quelque façon que ce soit? En dehors de l'achat de marchandises et tout ça, comme diraient les Anglais, tell a friend, tu sais, soyez des porte-parole de Saner dans votre communauté, parlez-en autour de vous, assurez-vous que la cause se propage puis que tout le monde soit bien au courant, parce que même si on est sur beaucoup de médias puis qu'on fait beaucoup de Facebook, il y a encore des gens qu'on surprend avec ça. Donc, soyez le plus vocable possible, puis même écrivez à la ville de Saint-Pie ce que vous en pensez. Hein. Vous avez le droit de les inonder de courriers puis de courriels. C'est leur job d'ouvrir ça puis de lire ça. Reste à voir s'ils vont le faire. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et puis, on se revoit le 1er septembre. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être là. Salut. Salut. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. J'ai assisté, Louis-Philippe, au lancement de la Chrysler Pacifica en 2016. J'étais avec mes 2 enfants en Californie, à l'époque où ils étaient enfants. Mm-hmm. Et en fait, c'était l'objectif de Chrysler, c'est qu'à l'époque, on nous amenait en famille pour nous faire découvrir la fourgonnette et l'utiliser à bon escient. Puis là, on a découvert, il y avait une technologie qui s'appelait Are We There Yet? Dans les petits écrans en arrière qui permettait aux enfants de savoir dans combien de temps on allait arriver à destination. C'est là qu'on découvrait, c'était pas la première fois qu'on avait Stow & Go, mais c'était la première fois qu'on avait Stow & Go avec des sièges confortables. On avait réussi à créer un véhicule qui était vraiment au goût du jour, designé par Ralph Gilles, un véhicule qui avait quand même qui était innovant à cette époque-là pour Chrysler. Et depuis, c'est ça. Il n'a pas changé. Criquet. Il n'a pas changé. Le marché a changé.
On a éliminé la Dodge Grand Caravan, l'ancienne, en 2020. On a transformé cette fourgonnette-là en Chrysler Grand Caravan en gardant le look du modèle de 2016. Et là, pour une troisième fois, en fait pour une seconde fois, on redessine la partie avant du véhicule en nous jouant la carte de voici la nouvelle Pacifica 2027. Toute nouvelle. Mais elle n'a de nouveau, Toute nouvelle. Elle n'a de nouveau que son museau et que son emblème. Ouais. Et ce qui est assez cocasse, c'est que l'emblème sur le volant de la Chrysler Grand Caravan, lui, demeure l'ancien. Parce qu'on n'a pas développé une pièce spécifique pour modifier ça ou pour moderniser ça. C'est un petit détail cosmétique totalement inutile à savoir, mais je trouvais ça... Mais révélateur, d'une certaine manière. Bref, on a modernisé la fourgonnette pour lui donner un look un peu plus contemporain, mais ça reste le même véhicule. C'est le même véhicule, puis on a perdu l'hybride dans la Pacifica. Donc, c'est important de mentionner parce que non seulement ça n'évolue pas beaucoup, mais on a perdu cette technologie-là. Hybride rechargeable. Hybride rechargeable, évidemment, qui n'était pas très aimé dans l'environnement de chez Stellantis, mais ça donnait une espèce de edge un peu à la Pacifica et ça nous laisse avec le V6 Pentastar, trusty V6 Pentastar. Au moins. Avec la possibilité d'un rouage intégral qui va faire en sorte que vous allez consommer comme un Ram 1500. Parce que si vous prenez le rouage intégral sur une Pacifica, je vous le dis, vous passez de 11,2 de moyenne à 14. Ah oui, OK. La consommation explose avec le rouage intégral. Alors, il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'un rouage intégral? Et la réponse est non. Alors, parce que sur une j'ai réussi à consommer un peu moins. Moi, j'étais plus autour de 12,5 avec le rouage intégral, mais t'as fait que de la route. J'ai fait de la route, ouais. T'as fait que de la route. Parce que, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était très gourmand, là. Ouais. Mais écoute, c'est encore un véhicule super pertinent. Ouais. C'est encore un véhicule qui a sa raison d'être. Bon, le remodelage cosmétique, en ce qui me concerne, c'est raté. Je trouve que le devant ne fit pas que le derrière. Ça, c'est moi, là. Mais non, il n'y a pas que toi. Mais cela étant dit, c'est un bon véhicule à acheter si tu y vas pas trop fort avec les options. Et il a encore tous les points forts qu'il avait, comme le Stow & Go, justement, depuis 20 ans. Ce système-là est super cool, qu'on peut savoir une surface entièrement plane à l'arrière, transporter du contreplaqué de 4x8. L'ergonomie fonctionne, c'est super facile à opérer. À l'intérieur, les boutons physiques sont là. Tu passes pas beaucoup de temps à faire des opérations critiques dans le véhicule. Il y a un bon mélange entre numérique et analogique. Tu sais, je veux dire, il y a énormément de qualité dans ce véhicule-là. C'est juste que c'est pas à jour comparativement peut-être aux rivaux. Là, tu sais. Aux rivaux, la Kia notamment, là, qui offre une motorisation hybride, sinon un moteur V6 qui fait un bon boulot aussi. C'est une finition intérieure quand même cool. Là. Toyota, évidemment, les prix ont explosé, mais ça consomme drôlement moins que ça. Je préfère conduire la Chrysler. C'est plus doux, c'est plus souple. Tu sais, la Toyota, c'est un peu sonore. C'est une boîte. C'est une caisse de vibration. Ça, c'est un véhicule qui a besoin d'être remodelé aussi. Là. La Pacifica, c'est plus raffiné là, que la Toyota. C'est le terme que j'utiliserais. Dans la mesure d'une mini-fourgonnette, je pense que oui. Tout est question de contexte. Mais il faut souligner un truc. Philippe, à la console, nous l'a mentionné. Il y a un aspirateur à la Pacifica. Et ça, Stow & Vac. On a vu ça sur plusieurs fourgonnettes au fil du temps, mais un aspirateur dans une fourgonnette, considérant que il y a beaucoup de familles qui se procurent ça peut parfois être pratique. Il faut juste pas oublier de vider l'aspirateur parce que après, parce que ça peut engendrer des odeurs nauséabondes. Tout dépendant de ce que tu ramasses, là, c'est ça. Ou, si vous êtes un patenteux, vous pouvez connecter le tuyau directement avec le puits d'aile arrière et tout domper ça à l'extérieur sans que ça paraisse. Mais ce n'est pas recommandé. Non, c'est pas très éthique non plus. Non, c'est ça. C'est très polluant. Non, mais tu sais, c'est quand même un gadget. Tu sais, je sais pas à quel point, je sais pas s'il y a eu des études. Tu sais, on parlait tantôt de l'innovation des porte-gobelets dans le QX60. Y a-t-il des études sur le pourcentage d'utilisation de l'aspirateur dans les fourgonnettes? Ça, je ne sais pas. Mais c'est un petit gadget. Un futur communiqué de presse. Ouais. Mais on va demander à Nissan de l'écrire. Visiblement, ils ont le temps. Alors, écoute,
dans la mesure où tu restes raisonnable au niveau des équipements, tu prends une version, à mon avis, roue motrice avant, le rouage intégral plus ou moins convaincu. Ça reste un bon achat. En location, vous aurez compris qu'on est un peu moins là pour des raisons qu'on évoquait un peu plus tôt dans l'émission. Mm-hmm. Si vous ne comprenez pas, vous retournerez voir de quoi il s'agissait. On parlait de SCI. Sur ce, merci les gars. La semaine prochaine, moi, je suis déjà plus là. Je fais un retour là, mais je suis déjà plus là la semaine prochaine. Je m'en vais assister au dévoilement officiel d'une Jaguar, mais qui ne sera qu'officiellement présentée à la presse en octobre. Fait que je pourrais pas vous en parler la semaine d'après. Mais c'est la semaine prochaine que ça se passe. Alors, je serai là au moment d'enregistrer l'émission la semaine prochaine. Et puis, on invite évidemment tout le monde à se procurer le nouveau guide de l'auto 2027 dans toutes les bonnes librairies, les bons Walmart et les bons Costco de ce monde. Bonne semaine à tous. Semaine. Tous les épisodes du guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.